le président de la commission régionale de contrôle des assurances qui est également dans la salle, mais également la plupart des membres du comité des experts, qui sont des directeurs nationaux des assurances, qui sont presque tous dans la salle, pour leur intérêt. Je remercie enfin tous les membres, directeurs généraux, que le thème de cette année intéresse particulièrement. Je crois qu'à ce stade, comme d'habitude, nous avons eu à identifier un certain nombre de thèmes qui ont été adressés à tous les membres. Tout d'abord, on a demandé à ce qu'ils puissent nous faire parvenir leurs préoccupations pour qu'on puisse les intégrer parmi les thèmes de la table ronde. On a recueilli un certain nombre de préoccupations qui ont été portées à la CIMA, qui a donné son accord pour qu'on puisse en débattre aujourd'hui et qui, je crois, a également une communication importante à faire. Donc, sans plus tarder, c'est le format habituel. Je pense que les sujets vont être campés et ensuite, une large place sera faite au débat. Je voudrais laisser le soin au secrétaire général de la CIMA de nous dire son mot d'introduction. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais également, à l'entame de mon propos, exprimer toute la gratitude de la CIMA et tous nos remerciements pour l'invitation qui nous a été adressée pour prendre part à la table ronde SINA FANAF. Je pense qu'il s'agit d'un moment privilégié d'échange entre le régulateur et le secteur des assurances, échanges qui nous permettent d'identifier des problématiques communes qui constituent des contraintes pour notre profession et d'essayer et de tenter d'y apporter des solutions appropriées. Comme vous le savez certainement, la démarche, elle est simple. Les problématiques sont soit des problématiques qui préparent des réglementations futures, soit des problématiques qui concernent des situations d'application de la réglementation. Et je pense que les thèmes qui ont été identifiés cette année n'échappent pas à cette dichotomie. Et je voudrais ici plaider que nos interventions aillent dans le sens d'une contribution à ce que nous sommes en train de faire, d'une contribution à la préparation de la réglementation future ou d'une contribution à la facilitation de la mise en œuvre de la réglementation. Sur ce, je voudrais une fois de plus vous remercier le bureau de la FANAF, remercier également l'ensemble des participants pour ces moments d'échange qui nous permettent de faire avancer l'ensemble du secteur des assurances. Sur ce, je vais repasser la parole à la FANAF pour nous décliner les différentes problématiques auxquelles nous allons progressivement apporter des réponses et certainement qui susciteront également des interventions des uns des autres pour enrichir le débat et certainement densifier les exposés de motifs qui généralement servent de soutien à la préparation de la réglementation future. Sur ce, immédiatement, Monsieur le Président, je vous remets le micro. Merci beaucoup. Au sein du bureau exécutif de la FANAF, c'est M. Momodou Kone qui a en charge la problématique de la réglementation et de la législation et surtout des relations avec la CIMA. Donc, je vais lui laisser le soin d'introduire les thèmes. Merci beaucoup. Merci, Président. Alors, nous avons cette année 5 thèmes qui sont inscrits à l'ordre du jour de la table ronde. Le premier thème porte sur la réassurance. Il s'agit de faire le bilan du dernier règlement sur la réassurance qui a été adopté en 2015. Le deuxième thème porte sur l'assurance électronique et l'assurance Takaful. Et le troisième thème porte sur la banque assurance comme modèle de distribution. Et nous avons le quatrième thème qui est relatif au capital social minimum. Et puis le dernier thème porte sur la fiscalité de l'assurance vie. Et donc sans plus tarder, je vais présenter rapidement le premier thème qui porte sur le contrôle des entités de réassurance. Vous vous souvenez qu'en avril 2015, le Conseil des ministres de la CIMA avait adopté un règlement portant agrément et contrôle des entités de réassurance. Et donc ce règlement avait pour objet d'abord de définir les entités autorisées à exercer l'activité de réassurance dans la zone CIMA, à définir les conditions d'agrément de ces entités, mais aussi les conditions de contrôle sur pièce et sur place de ces entités. Et donc,
cela a été fait en avril 2015. Donc il y a eu un chamboulement, en tout cas du secteur de la réassurance dans la zone CIMA, en tout cas sur les années qui ont suivi, les entités cherchant plus ou moins à se mettre à niveau par rapport à ce nouveau règlement. Il est indiqué aujourd'hui, je pense 4 ans après, ce nouveau règlement de faire un bilan, puisque aujourd'hui, beaucoup d'acteurs sur le marché se posent la question finalement, qu'a donné réellement ce nouveau règlement? A-t-il réellement renforcé la solvabilité du secteur dans son ensemble? A-t-il renforcé la rétention des primes? En tout cas, l'idée est de savoir si aujourd'hui on peut considérer que ce règlement a atteint ses objectifs. Et donc un bilan que la profession voulait voir tourner autour des points suivants. D'abord, panorama du secteur de la réassurance aujourd'hui après l'application de ces règlements. La question de la garantie financière des succursales qui continue toujours de poser des questions en ce qui concerne les montants et puis le caractère dynamique de cette garantie financière. Ensuite, on a la question des règles comptables. Les règles comptables spécifiques qui devraient être appliquées au secteur de la réassurance qui aujourd'hui n'ont pas encore vu le jour. Il y a la question de la notation financière des entreprises de réassurance. Là aussi, certains membres aussi sont très attentifs à cette question pour voir réellement quelle va être la finalité des projets en cours. Et puis les modalités de contrôle des entreprises multilatérales ou panafricaines de réassurance auxquelles appartiennent un ou plusieurs États. Les modalités de contrôle de ces entités avaient été mises, je dirais, en suspens, en attendant que la CIMA puisse donner des tests beaucoup plus élaborés sur la question. Donc, Monsieur le Président, sur ce premier thème, voici plus ou moins les préoccupations de la profession, étant entendu que le public, la salle, en tout cas les collègues, pourraient toujours réagir s'il y a des questions supplémentaires à poser. Merci. Ok. Sur l'année 2018, donc la dernière commission de l'année 2017 et puis ensuite les différentes commissions de l'année 2018, la commission au cours de ces différentes sessions a eu examiné en fait les dossiers de demande d'agrément de plusieurs réassureurs sur la zone. Donc, premièrement, on a examiné en fait les dossiers des réassureurs qui étaient initialement installés dans la zone. Donc, il y a une quinzaine en fait de réassureurs avant l'adoption en fait du règlement qui exerçaient déjà dans la zone. Donc, ces dossiers ont fait l'objet d'examen par la commission et la commission a donné en fait les agréments à l'ensemble de ces entités. Ensuite, sur la période également, on a eu 5 entités de réassurance qui se sont installées, donc qui n'étaient pas sur la zone avant l'adoption du test. Donc, 5 nouvelles entités en fait qui se sont installées sur la zone pour pouvoir faire des opérations de réassurance. Sur ces 5 entités, au cours de la dernière commission, il y a une, pour des raisons stratégiques, en fait, a demandé à cesser ses activités. Donc, finalement, sur les 5 nouvelles entités, il y a 4 aujourd'hui qui exercent, en fait, sur la zone. La commission a accédé en fait à la demande en fait de l'entité en question qui a demandé en fait d'arrêter ses activités sur la zone CIMA. Donc peut-être pour synthétiser aujourd'hui sur la zone en termes de nature juridique des entités, on a 5 filiales, 5 sièges, 5 entités en termes de sièges, 2 filiales, 4 succursales, 7 bureaux de représentation, 2 captives. Donc au total 20 initialement. Maintenant, quand on retire en fait l'entité qui a demandé que ces agréments soient retirés, on revient à 19. Donc globalement,
on a 19 entités de réassurance qui exercent sur la zone. La majorité en fait des entités, globalement, à ce jour, on a 55% en fait d'entités qui exercent sur la place d'Abidjan. Le reste est reparti sur l'ensemble de la zone CIMA. Sur le second point relatif à la garantie financière, il faut dire que lors de la mise en place de la réglementation, il y a un benchmark qui a été effectué. Ce benchmark a permis de constater que des garanties financières en fait, sont demandées également dans d'autres juridictions. Donc, par exemple, le Kenya, le Ghana, les assureurs qui s'installent en fait dans ces pays, dans ces juridictions, ont obligation en fait de présenter une garantie financière. La spécificité de la garantie financière dans le cas de la zone CIMA, c'est que cette garantie financière permet de travailler quand même sur 14 pays. Une autre spécificité, c'est que nous avons prévu que la garantie financière en fait doit s'ajuster automatiquement en fonction en fait du niveau d'activité. Ce n'est pas en tant que tel totalement différent de ce qui se passe dans d'autres juridictions, puisque dans les autres juridictions, on précise généralement que l'autorité de supervision a la possibilité d'ajuster en fonction de différents paramètres en fait le niveau de la garantie financière. Maintenant, dans une note qui a été établie par le secrétaire général, qui a été diffusée à l'ensemble du marché, il était précisé qu'il appartient aux acteurs de juger à quel moment, en fonction de l'évolution du niveau d'activité, il peut être plus pertinent de passer à une forme de filiale avec un capital de 10 milliards de francs CFA, plutôt qu'à constituer une garantie financière avec un niveau d'activité qui peut être relativement élevé. Au regard en fait des différents dossiers qui ont été examinés par la commission, il est ressorti qu'il y a quelques difficultés de compréhension des modalités de fonctionnement, de constitution de la garantie financière. Une étude en cours au niveau du secrétariat général de la CIMA pour préciser, notamment par la voie d'un règlement d'application, certaines dispositions en fait, relatives en fait, à la garantie financière. Ensuite, relativement aux règles comptables applicables, donc sur ce point également, le test qui a été mis en place en fait n'avait pas clairement en fait détaillé les règles comptables également, les règles de reporting à l'autorité de contrôle. Donc sur ce point, des travaux sont en cours au niveau du secrétariat général de la CIMA. Nous avons pris contact avec plusieurs autorités de supervision sur le sujet pour recueillir des informations sur les règles comptables applicables aux entités de réassurance dans d'autres juridictions et également les règles de reporting à l'autorité de supervision. Donc, sur la base des différents inputs que nous allons recevoir avec des autres autorités de supervision que nous avons contactées, un test va être préparé et soumis à l'adoption du Conseil des ministres. Mais il est clair également que le test qui sera pris fera d'objet de partage d'abord avec la profession. Sur la notation la notation financière des entreprises de réassurance. Il est vrai que les dispositions du livre 8 prévoient normalement qu'il doit y avoir une notation des entreprises de réassurance, mais il faut préciser que cette notation en fait
dans la rédaction en fait, des tests, elle est relativement subsidiaire, puisqu'il est dit en fait que certaines entités de réassurance peuvent exercer en zone CIMA si elles font l'objet d'une supervision par une autorité de supervision avec des standards relativement identiques à ceux de la CIMA, notamment dans le cadre en fait, de la coopération entre autorités de contrôle membres de l'Association internationale des contrôleurs d'assurance. De façon subsidiaire, et si éventuellement un réassureur ne fait pas l'objet de supervision par une autorité de supervision, elle peut exercer des activités en zone CIMA à condition qu'elle fasse l'objet d'une notation, une notation à préciser par la Commission. De l'ensemble des dossiers que nous avons jusque-là examinés, nous n'avons pas connaissance en fait d'entités de réassurance exerçant en zone CIMA qui ne fassent pas l'objet de supervision. Il faut dire quand même que la non-supervision, la non-régulation, la non-supervision des entités de réassurance que nous avions en zone CIMA était quand même quelque chose de relativement particulier parce que dans la majorité en fait, des juridictions, la réassurance a toujours fait l'objet en fait, de régulation et de supervision. Le test relatif, le livre 8 en fait, est venu en fait, corriger une lacune qui existait depuis relativement longtemps dans la zone CIMA. Donc, il existe en fait une zone grise, mais elle ne nous paraît pas si importante que ça, relativement aux réassureurs qui pourraient ne pas faire l'objet de supervision, eux également ne pas faire l'objet d'une notation qui exercerait en zone CIMA. Et donc, pour faire en sorte que cette zone de grise soit couverte, une réflexion est en cours et un dossier va être soumis à la Commission pour qu'un règlement soit pris dans ce sens-là, relativement à la notation des réassureurs. Sur les modalités de contrôle des entreprises multilatérales ou panafricaines, la réglementation dit en fait que ces modalités vont être définies de façon seront définies ultérieurement. Et donc, sur le sujet, la discussion est en cours. Une réunion est prévue à ce sujet dans les prochains mois pour pouvoir en fait adresser ce point. Voici présenté globalement, Monsieur le Secrétaire général, les premiers éléments de réponse du secrétaire général de la CIMA face aux préoccupations de la profession. Merci beaucoup. Donc, voilà synthétiser la question ou l'interpellation donc de la FANAF et la réponse de la CIMA. Je pense que, comme d'habitude, on peut donner la parole à la salle pour voir s'il y a des questions, des compléments d'information ou des ajouts qui sont souhaités. Merci beaucoup. La parole est à qui veut la prendre? Oui, il y a une question devant. Les micros? Juste là devant, au premier rang. Oui, merci. Salut Bakayoko, président de l'ASACI, directeur général de Sunu Assurance Vie Côte d'Ivoire. Je pense qu'il y a un aspect de la question de Kone qui est resté en suspens, à savoir l'impact sur la rétention des primes dans la zone. Adama Ouattara n'en a pas parlé, je voudrais qu'il nous en dise quelques mots. Merci. Autre question? Oui. Merci, Monsieur le Président. Je suis donc Faïd Mamadou
directeur général de la Sénégalaise de l'assurance vie. J'ai bien suivi avec beaucoup d'intérêt l'évolution de la réglementation sur la réassurance ainsi que le contrôle de la réassurance. Et il y a un aspect qui, à mon sens, me paraît important, qui n'a pas été évoqué et qui peut-être faudrait-il prendre en compte dans l'évolution de cette réglementation, c'est la revue des actifs de couverture par rapport à la réassurance. Parce que jusque-là, les assureurs devraient couvrir leurs engagements bruts de réassurance, parce que le lien entre l'assureur et le réassureur n'était pas bien perçu par le contrôle. Aujourd'hui, que les entités de réassurance sont contrôlées et supervisées, je pense que la réglementation aussi devrait évoluer sur cette question. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je pourrais ajouter à la question de M. Faye que ce problème quand même est un problème qui est crucial, qui va au-delà de la réassurance classique, parce que ça épouse également la couverture en réassurance des très grands risques. Surtout lorsqu'on sait qu'une bonne partie de la réassurance est soignée en dehors de la zone concernant certains gros risques miniers, pétroliers, énergétiques. Est-ce qu'une réorientation de la supervision basée sur les risques ne permettrait pas réellement d'exiger les bonnes couvertures des engagements? La question de faille étant que, est-ce qu'il est encore opportun, puisque le secteur de la réassurance est régulé et sera contrôlé dans la zone CIMA, est-ce qu'il est opportun de continuer à exiger une couverture des engagements bruts de réassurance, là où une couverture nette de réassurance aurait pu être envisageable, dans la mesure où donc on a un contrôle aujourd'hui sur les entités de réassurance qui interviennent dans la zone. Je pense que c'est comme ça qu'il faut comprendre la question. Merci beaucoup. Pas d'autres questions? Oui, devant. Donc, avant-dernière question. Merci, Président. Crépin Godok, la SCGRI. Président, au cours des différentes sessions de nos travaux, on a pu se rendre compte que le régulateur a nettement fait évoluer la loi en ce qui concerne le paiement de primes. L'article 13 nouveau a sûrement renforcé la trésorerie des sociétés d'assurance. Il se trouve que nous autres réassureurs intervenant dans la zone constatons, pour le déplorer, qu'autant la trésorerie semble avoir été améliorée par le truchement de l'article 13 auprès des sociétés d'assurance, autant les stocks de soldes impayés de ces sociétés d'assurance vis-à-vis de nous ne cessent de prendre des proportions au risque de plomber nos toutes petites exploitations. Ne serait-il pas possible qu'autant on l'a fait pour les sociétés d'assurance, qu'un alinéa, un tout petit alinéa, soit également ajouté dans le même article 13, imposant ainsi aux différentes sociétés d'assurance l'obligation de payer dans les 90 jours la réassurance que jusqu'aujourd'hui certains d'entre eux consomment à crédit. Parce que dans les autres zones, la zone anglophone, nous n'avons pas ces difficultés. Les primes sont payées à temps. Mais dans la zone francophone, particulièrement dans la zone CIMA, nous faisons face à cette difficulté. Humblement, c'est la suggestion qu'on souhaitait faire. Je le fais au nom de tous mes collègues qui sont derrière moi, qui m'ont demandé de bien vouloir demander cela. Merci. Merci beaucoup. Je crois qu'on a pris les 3 questions. Je pense pouvoir peut-être écarter, sauf si le secrétaire général pourra me compléter, la préoccupation du directeur général de la SCGRI est déjà en réflexion au niveau de la CIMA. Parce qu'il me semble qu'il y a une étude qui a été faite par la FANAF et qui a été adressée par la CIMA qui concernait à la fois le problème de la communication des comptes de réassurance dans les délais, parce qu'il y a des délais qui sont extrêmement importants dans la communication des comptes courants, alors que le délai réglementaire est d'environ 2 mois, ou le délai conventionnel, mais il y a également le problème du paiement des soldes. Et à ce niveau, je parle de cas sous le contrôle, l'étude qui avait été faite au sein de la FANAF concernait 5 sociétés de réassurance de la zone, et
sur la base du portefeuille de ces 5 sociétés, nous avions un niveau d'arriéré qui atteignait les 57 milliards de francs CFA, dont une très bonne concentration d'arriérés qui était ancien de plus d'un an. Et le dossier, je crois, est au niveau du secrétaire général de la CIMA. Et je pense qu'il y avait un deadline pour essayer, entre la FANAF, l'association des réassureurs africains, qui est présidée par le directeur général de la SICARE et la CIMA, de réfléchir d'un point de vue global sur ces problématiques liées, je crois, aux arriérés importants des primes de réassurance qui posent quand même un risque de contrepartie assez important à beaucoup de sociétés du secteur. C'est ce que je peux dire pour répondre à votre question. Je ne sais pas maintenant si le secrétaire général pourrait me compléter par rapport à ça. Merci. Merci, Monsieur le Président. Non, mon intervention va dans le même sens que celle du Président, juste pour préciser que la réglementation sur la réassurance est toute nouvelle. Le secteur de la réassurance n'était pas contrôlé avant. Nous avons mis en place une réglementation qui désormais soumet ce secteur au contrôle et mis en place un corps de règles pour gérer cet aspect de l'assurance. Naturellement, vous comprenez que la mise en œuvre et l'application de ces nouvelles mesures peut générer parfois un certain nombre de difficultés, de contraintes qu'il va falloir gérer au fur et à mesure et progressivement. Et c'est pour ça que je voudrais plaider votre compréhension pour que nous puissions, comme dans le cas des échanges que nous avons enregistrés, toutes ces doléances, enregistrer toutes ces insuffisances qui, naturellement, feront l'objet d'une adresse dans le cadre du partenariat et des relations que nous avons avec le secteur, avec la profession et des chances que nous avons sur toutes les problématiques qui se posent à l'ensemble du système. Je voulais faire cette précision avant de passer la parole au chef de brigade, Alain Ouattara. Oui, peut-être sur ce dernier point, le secrétaire général a adressé un courrier à l'ensemble des réassureurs pour pouvoir notamment faire un inventaire des arriérés de primes envers les cédantes, puis adresser à ce titre en fait une note au prochain Conseil des ministres. Donc, c'est peut-être une invite, comme le Conseil des ministres en fait va se tenir certainement, le comité des experts va se tenir à partir de la mi-mars. C'est peut-être également une invite pour qu'il y ait un vrai retour par rapport au courrier qui a été adressé et que nous puissions, au niveau du secrétaire général, faire les études d'impact qui vont permettre au Conseil des ministres de prendre une décision à ce sujet. Je voudrais également, sur ce point, préciser que au cours de l'examen des différents dossiers des réassureurs sur la période de décembre 2017 jusqu'à décembre 2018, la question des arriérés a été une vraie problématique, puisque on a constaté que l'impact en termes de couverture des engagements réglementés et en termes d'impact sur les fonds propres, dans l'hypothèse où ces arriérés n'étaient pas recouvrables, était significatif. Dans pas mal de lettres que la Commission a eu à adresser aux sociétés à la suite de l'examen, elle demandait en fait aux sociétés de se prononcer clairement sur les actions mises en œuvre pour recouvrer ces arriérés sur les cédants. Donc c'est une vraie problématique sur laquelle en fait le secrétaire général réfléchit et doit présenter pour mars un dossier au Conseil des ministres. Sur le point sur l'impact au niveau en fait de l'activité, j'ai pas les éléments quantitatifs en tête, mais l'un des points clés en fait de la réforme, c'était que l'ensemble des risques, par exemple automobiles, devait faire l'objet
de couverture en totalité par les assureurs de la zone. Donc, il y a eu à ce titre-là un impact relativement important qui, normalement, doit faire l'objet d'évaluations quantitatives au cours de l'exercice 2019, puisque 2017 et 2018 ont servi essentiellement à regarder des dossiers sur pièce, à prononcer à donner des agréments. 2019 est prévu pour les premiers contrôles auprès des sociétés de réassurance sur le marché et également pour analyser l'impact des problématiques comme la détention ou le niveau d'arriéré de primes sur les cédantes. Sur le point soulevé par Monsieur le directeur général Mamadou Faye, je suis d'accord que c'est une question pertinente qui demande une analyse plus approfondie au niveau du secrétaire général en collaboration avec les acteurs du marché. Donc, au niveau du secrétaire général, nous sommes ouverts en fait à toute proposition sur le sujet. Oui, Alain, on attend la réponse à la préoccupation de M. Bakayoko qui a répondu. À la prochaine, FONAF. Merci beaucoup. Donc, je pense que on peut clore ce premier point et puis ouvrir la deuxième question. Je vais laisser le soin à M. Moudou-Koné de présenter le deuxième point. Alors, le deuxième point a trait à l'assurance électronique et l'assurance Takaful. Il vous souvient que aujourd'hui, la question de la pénétration de l'assurance en zone CIMA et en Afrique de façon générale est une question qui revient sur à tous les débats. Et donc, il est question que pour faire monter cette pénétration, il n'est plus question de travailler sur l'existant, mais de chercher de nouvelles sources de croissance. Et dans le cadre de ces nouvelles sources de croissance, l'assurance électronique et l'assurance Takaful ont été identifiées par de nombreux acteurs comme des sources pouvant potentiellement booster la croissance du secteur dans la zone CIMA. Alors, au niveau de l'assurance électronique, comme vous savez, nous avons à l'intérieur de ce chapitre-là l'assurance par le mobile, qui aujourd'hui est considéré par de nombreux acteurs comme étant un facteur d'accélération de la croissance dans le secteur des assurances. À ce niveau, il y a un projet de règlement qui avait été mis en place, en tout cas élaboré par la zone CIMA, par la CIMA, et qui a fait l'objet d'échanges avec la profession, qui a fait l'objet d'échanges aussi avec les banques centrales, qui a fait l'objet d'échanges avec les régulateurs du secteur des télécoms. Et donc, en début d'année 2017, nous avons arrêté un avant-projet qui pouvait être, de notre point de vue, être soumis aux autorités. À la date d'aujourd'hui, on n'a pas la version finale de ce règlement. L'autre source de croissance que le secteur considère comme important, mais qui influe aussi, ou bien qui tire profit de certains facteurs culturels, c'est l'assurance Takaful, qui devrait permettre d'inclure dans le secteur financier dans son ensemble des populations qui ne se sentaient pas concernées par les pratiques que nous avons jusque-là. Et donc l'assurance Takaful, avec certaines spécificités, permettait d'inclure ces populations-là dans le secteur de l'assurance et dans le secteur financier dans son ensemble. Là aussi, on n'a pas aujourd'hui un règlement qui vient rassurer les différents acteurs et protéger les assurés qui pourront faire confiance à ce type d'assurance-là. Et donc, ce que la profession attend du régulateur, c'est des règlements qui viennent renforcer dans le cadre d'une stratégie, comme on le dit dans le jargon du contrôle, dans le cadre d'une stratégie test and learn, qui vient rassurer tous les acteurs. Vous savez que ce sont des secteurs pour lesquels, d'abord, il faut peut-être des investissements. Donc, il est très difficile de faire des investissements en technologie, mais aussi en ressources humaines, quand on sait que, quelque part, le cadre réglementaire n'est pas encore bien défini.
Et l'autre élément, souvent, vous êtes obligé de conclure des partenariats avec, je dirais, des partenaires de l'extérieur, mais qui vous demandent aussi, finalement, dans votre zone, quel est le cadre réglementaire qui régit cette activité. Donc, cette absence de cadre réglementaire commence à devenir un problème, un vrai problème, pour lancer de nouvelles sources de croissance. Et donc, l'occasion est saisie ici pour demander à la CIMA où est-ce que nous en sommes véritablement avec ces deux sources de croissance nouvelles qui ont été identifiées par la profession. Merci. Ouais, il faut y aller. Ok, merci Monsieur le Secrétaire Général. Donc nous allons proposer donc de commencer par l'assurance Takaful. Donc à ce niveau, le Secrétariat Général a présenté au Conseil des ministres d'octobre une note donc sur l'assurance Takaful et puis son incidence sur la réglementation des assurances. Et cette note donc fait suite à l'essor de la finance islamique et à la volonté de certaines sociétés d'assurance, donc de la CIMA, de commercialiser des produits d'assurance Takaful. Et dans le cadre de l'étude en cours au niveau du Secrétariat Général, il y a des problématiques donc qui sont soulevées. Premièrement, il y a le régime juridique de l'assurance Takaful. Est-ce que l'entreprise d'assurance Takaful devrait être une société anonyme, opérateur Takaful à part entière? Est-ce qu'on doit permettre à des assureurs classiques d'exploiter des produits d'assurance Takaful? Ou bien la société doit être constituée sous forme d'assurance mutuelle? Donc il y a cette première problématique. Deuxièmement, il y a le contrat d'assurance islamique qu'il faudra également adapter par rapport donc, à notre code des assurances. Il y a également les règles de gouvernance et le conseil de la charia, dont le rôle est de juger de la compatibilité donc, à la charia des activités de la gestion de Takaful et quelle sera sa place par rapport aux dirigeants et aux participants. Et ensuite, il y a la définition des différents types d'actifs et des normes pour le choix au sein d'une classe d'actifs en conformité avec la réglementation sur les actifs énoncés dans le Code des assurances. Ensuite, il y a la distinction entre les fonds des actionnaires et de ceux des assurés, le niveau des fonds propres et de solvabilité, et enfin la distribution des produits et le type d'intermédiation. Donc, ce qu'il faut souligner, c'est que le Secrétariat général donc, a reçu la contribution de l'ACAPS, qui est l'autorité de contrôle des assurances du Maroc. Nous avons également reçu des textes de Djibouti, donc, qui vont permettre donc, au Secrétariat général donc, de rédiger le texte. Et il est prévu également, donc ça c'est sur instruction du Conseil des ministres, de rentrer en contact avec la Banque islamique de développement, qui s'occupe également des activités d'assurance Takaful. Donc, en tout état de cause, le texte au niveau du Secrétariat général pourra être prêt pour le prochain Conseil des ministres. Donc, on fera une première présentation et après le Conseil des ministres, le texte sera donc remis à la FANAF et puis aux autres institutions pour observation. Donc, nous pensons que très rapidement, nous pourrons avoir un texte sur l'assurance Takaful. Merci, Monsieur le Secrétaire général. Oui, c'est ici l'occasion de solliciter une fois de plus la contribution des uns et des autres pour enrichir ce texte qui est en préparation. N'hésitez pas, chaque fois que vous avez des propositions à faire, vous saisissez directement le secrétaire général. Nous allons certainement incorporer, prendre en compte les observations qui seront faites pour que ce texte soit mis en œuvre. Donc, tous ces deux aspects, qu'il s'agisse du Takaful ou de l'assurance digitale, tous ces deux aspects sont des vecteurs de croissance pour le secteur des assurances et naturellement, nous avons engagé une série de travaux au sein du secrétariat général qui devront aboutir à appréhender de manière réglementaire tous ces deux aspects. Donc, vous avez parfaitement le droit de contribuer, de nous envoyer vos contributions pour que nous puissions enrichir, comme je l'ai dit tantôt, ce soubassement qui servira à soutenir une réglementation dans le domaine. Donc, sur ce, s'agissant du Takaful, je vais passer la parole au chef de brigade, Alain Ouattara, pour le deuxième aspect. Oui, Oui, les questions après. On présente les deux, ensuite il y aura des questions. Oui, sur l'assurance électronique, pour aller très rapidement, il faut dire qu'en 2017 déjà,
il y a eu un projet de test qui a été établi. Donc, eux-mêmes présentés devant le conseil des ministres. Ça a été relativement rapide, alors que quand on examinait en fait d'autres juridictions, il n'y avait pas en fait de tests sur le sujet. Donc le risque encouru en fait, c'était de mettre en place en fait un test qui soit très rapidement dépassé par les évolutions, les pratiques. Donc le secrétaire général de la CIMA a préparé à plusieurs travaux, plusieurs réflexions de l'Association internationale des contrôleurs d'assurance sur le sujet. Également, dans plusieurs juridictions, la réflexion a progressé sur la question. Il y a plusieurs documents de travail qui ont été publiés par l'Association internationale des contrôleurs d'assurance sur le sujet. Donc, ces différents éléments permettent aujourd'hui en fait d'enrichir le projet de test qui avait été préparé au cours de l'année 2017. Le second point, c'est que ce point a fait l'objet de discussions et d'une résolution au cours des États généraux de l'assurance en mars dernier. Le comité de suivi et de mise en œuvre des résolutions des États généraux s'est approprié du dossier, va y travailler et prévoit de présenter un dossier au Conseil des ministres à sa prochaine session de septembre 2019. Donc, nous pensons qu'avant la fin de l'année 2019, on devait pouvoir avoir un projet de test qui couvre le sujet de l'assurance électronique. Maintenant, il va y avoir en fait la question, est-ce que ce sujet, le test couvre simplement les questions d'assurance électronique ou bien la question globale en fait de toutes les fintechs. Et donc, il appartiendra au comité de suivi des résolutions des États généraux de décider, de proposer à ce titre un projet de test en septembre-octobre prochain au Conseil des ministres. Donc, nous comptons très rapidement, avant la fin de l'année 2019, en fait, avoir un test qui est plus exhaustif, plus complet, qui tient compte de toutes les recommandations faites à ce sujet par l'IAIS, qui tient compte également de l'expérience de d'autres régulateurs. Quand le projet de test était établi en 2017, on avait eu simplement les inputs en fait, de 2 ou 3 régulateurs. Là, on va pouvoir avoir les inputs de plusieurs régulateurs qui ont eu à travailler sur le sujet. Donc, le test devait pouvoir être beaucoup plus solide pour permettre en fait, aux acteurs de travailler dans un environnement qui permet en fait, le développement de l'activité. Merci beaucoup. Donc je pense que sur ce sujet, c'était plus de la communication. Est-ce qu'il y a des clarifications qui sont sollicitées? Retenir simplement que pour ce qui est de Takaful, il y a une réflexion qui est en cours et qui va s'inspirer de certaines réglementations. J'ajouterai simplement que le Maroc a une réglementation qui est toute nouvelle, qui est en voie de test. La Tunisie également a une réglementation sur le Takaful qui existe, d'autres pays existent et tout cela devrait nous enrichir pour que ce pan de la population qui ne se reconnaît pas puisse se retrouver. Concernant l'assurance électronique, il y avait 2 démarches. C'était soit de faire une réglementation élaborée et de demander aux sociétés de s'ajuster. Et comme l'a dit M. Koné, le test and learn nous semblait être également une voie consistant à définir un cadre qui soit un cadre agile, quitte à corriger au fur et à mesure que les remontées du terrain permettront de le faire en identifiant les problèmes qu'il y a. Maintenant, je ne sais pas s'il y a des contributions, des précisions ou des questions avant qu'on ne passe au sujet suivant. Ah, M. Bachidi. Les micros au second rang.
là juste en face de moi. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Secrétaire général. Je voudrais me féliciter de ce que nous ayons ces concertations et pour leur efficacité, je souhaiterais que les projets qui sont en cours d'élaboration puissent être soumis évidemment à la FANAF qui va recueillir auprès de ses membres les inputs, les derniers inputs, parce qu'il vaut mieux, comme on a commencé à travailler ensemble, continuer à travailler ensemble, d'autant plus que ceux qui ont été pressés comme nous-mêmes, nous avons utilisé le principe de subsidiarité pour demander aux régulateurs du Sénégal, en fonction de ce qui n'était pas encore régulé par la CIMA, de considérer que les contrats que nous avions passés en décès emprunteur, décès, que ces contrats pouvaient être traités comme des mutuelles s'interdisant, disons, des placements prohibés par la charia, ainsi que les autres éléments de régulation avec notre conseil de conformité et toutes les instances qui étaient par d'autres instances de régulation. En clair, je veux dire que nous avons déjà une expérience de ce qui marche et peut-être que notre input peut être utile au moment où des textes seront élaborés sur le takaful. Bien entendu, sur l'assurance électronique aussi, il ne manque pas quelques compagnies qui aient une expérience et un retour d'expérience avant de soumettre aux autorités ne peut qu'améliorer le travail que les contrôleurs vont faire le moment venu. Donc, nous nous tenons à votre disposition pour cela. Merci. Merci beaucoup. Juste rassurer le doyen Bakili pour dire qu'à chaque fois que des textes sont en préparation, même avant la première lecture, il arrive des fois, dès que la FANAF reçoit, nous les envoyons à l'ensemble des membres et nous les mettons sur le site de la FANAF en consultation publique pendant une certaine période. Ce qu'il faut déplorer, c'est que régulièrement, et on le dit à chacune de nos assemblées générales, il nous arrive d'envoyer près de 200 emails pour n'avoir que moins d'une dizaine de retours si nous en avons. Généralement, c'est 2 à 3 retours que nous recevons, ce qui fait que donc, c'est un comité restreint qui travaille sur la base des retours que nous avons et qui sont très réduits et qui revient vers la CIMA avec des propositions qui sont celles de la FANAF. Sauf que, quand le texte est élaboré, le terrain peut réagir différemment en nous disant « j'avais une expérience que je n'avais pas pu faire porter ». C'est dire donc que cette période de consultation publique est extrêmement importante. Elle est adoptée depuis un certain nombre d'années et ça permet, pourquoi pas, même de différer parfois la prise de certains textes. Parce qu'à chaque fois que la CIMA, des fois, réfléchit sur un texte, la FANAF, des fois, fait des observations, à chaud, déjà, recueille les avis des uns et des autres, fait remonter le tout, et il y a parfois des groupes de travail ou des comités restreints qui sont mis en place pour essayer de travailler, mais c'est le lieu pour nous de demander quand même plus d'assistance de la part de nos membres. Ils ont parfois des expériences de terrain qui ne nous parviennent pas toujours, ce qui fait que M. Kone, M. Bakayoko, qu'on met très souvent en contribution parce qu'il y a un comité vie, en ce qui nous concerne, présidé par M. Bakayoko Sadiou, avec M. Mamadou Faye, Henri Bawak, je crois, Mamadou Kone, et M. Ababri, qui travaillent beaucoup sur ces problématiques, mais ils sont souvent obligés de travailler à 5 ou à 6 sans retour du terrain. Et nous avons le même problème en ce qui concerne les ARD ou en ce qui concerne les aménagements. C'est peut-être un cri du cœur que je voudrais lancer pour que nos membres puissent nous assister davantage, parce que sinon notre position peut être inconfortable, de participer à l'élaboration des textes et de revenir quelques mois après pour dire « nous nous sommes trompés, nous n'avions pas vu certains aspects de ces textes-là ». Merci beaucoup. Je pense que je connais le troisième sujet. Alors, le troisième sujet, c'est la banque assurance. Alors, la banque assurance comme modèle de distribution.
Alors, il est remonté des derniers contrôles de la CIMA qu'il y avait beaucoup de choses à dire sur la banque assurance en termes de qualité des services. Et la CIMA, dans beaucoup de ses rapports, a reproché aux compagnies d'assurance et aux banques un défaut d'information préalable sur les conditions des contrats, des taux de rémunération exorbitants pour les banques, une qualité des services, notamment en ce qui concerne la prise en charge des sinistres, qui laissait à désirer, et donc beaucoup d'améliorations étaient souhaitées à ce niveau. Des délais de paiement qui pouvaient être très longs du fait du processus de transmission des dossiers entre les banques et les compagnies d'assurance, etc., etc. En tout cas, il y a beaucoup de points qui ont été soulevés par le contrôle. Et la CIMA a tenu à partager aussi ces questions-là avec les autorités de régulation du secteur bancaire de l'Afrique de l'Ouest et le secteur bancaire de l'Afrique centrale. Et donc, il y a des travaux qui sont en cours, c'est ce qu'on a compris, des travaux sont en cours pour améliorer la qualité des services de la banque assurance et faire en sorte que les acteurs soient engagés sur des principes je dirais, orientés clients, et que derrière, l'assuré qui a souscrit à une opération de banque assurance puisse retrouver son compte en ce qui concerne la création de la valeur qu'il attendait, mais aussi en ce qui concerne les délais de paiement et aussi en ce qui concerne le partage de la valeur, et que ce ne soit pas déséquilibré au profit des banques et au détriment des assurés et bénéficiaires du contrat. Et donc ces discussions sont engagées entre les autorités de régulation, et nous avons constaté ces derniers temps les impacts de ces discussions sur certains partenariats, et les impacts ont été assez brutaux. Et ce que nous avons constaté, des compagnies d'assurance ont reçu des lettres de leurs partenaires bancaires en disant qu'à partir d'aujourd'hui, nous arrêtons ce partenariat, alors qu'initialement, ce n'était pas forcément l'idée voulue par le régulateur. Et donc, nous pensons qu'il y a forcément des incompréhensions dans ce nouveau dispositif qui se met en place. Et donc, avant que les contrôles conjoints, autorités du secteur des assurances et autorités du secteur bancaire, contrôle conjoint sur place, ne s'exerce à la fois dans les banques et dans les compagnies d'assurance. La profession a souhaité vraiment partager son point de vue avec le régulateur des assurances pour que, évidemment, puisque nous partageons aussi les points qui sont soulevés, il y a vraiment un besoin d'amélioration de la qualité des services, mais il faut que derrière, les remèdes soient apportés de façon consensuelle et que les remèdes tiennent compte réellement des maux qui sont constatés sur le terrain. Et à ce titre, nous avons un exemple en Côte d'Ivoire. Nous avons mis en place, en tout cas le régulateur national avait mis en place un règlement, un arrêté pour les cadres professionnels qui s'appliquait aux banques. Et pendant des années, on a eu du mal à faire appliquer cet arrêté-là. Mais il a suffi que nous mettons ensemble l'association professionnelle des banques, l'association professionnelle des sociétés d'assurance et le régulateur national autour de la table. Et au bout de 2 mois, nous avons trouvé une solution qui s'appliquait et qui s'applique aujourd'hui, et solution qui satisfait les banques, qui sont conscients qu'il y a des efforts à faire, solution qui satisfait les compagnies d'assurance et le régulateur national. Donc c'est à cet exercice-là que nous voudrons appeler notre régulateur régional, en disant qu'effectivement, il y a beaucoup de choses à faire sur la banque assurance, il y a des améliorations à apporter, nous en sommes conscients, mais nous souhaitons que les discussions en cours actuellement puissent associer la profession, mais puissent aussi associer le secteur bancaire pour que nous puissions arriver à un test qui s'applique facilement. Président, voici un peu les préoccupations de la profession sur ce sujet. Oui, merci beaucoup. Comme on est sur la question du développement de l'assurance vie en trouvant des vecteurs ou des voies et moyens, et la banque assurance devient incontournable aujourd'hui, il est important que même dans le cadre de la régulation, qu'on adopte toujours cette démarche proportionnée au risque en ayant une collaboration entre les 2 organes. Et j'ajouterai simplement qu'il y a un problème qui n'est pas ressorti, qui n'a pas été soumis à la CIMA parce que c'est tombé beaucoup plus tard après qu'on eut fait remonter la note. C'est la prise dans un des marchés de la CIMA je crois que c'est dans la loi des finances, instaurant un assujettissement des compagnies d'assurance vie à la TVA d'environ 19%, ce qui peut être particulièrement dévastateur et ce qui peut décourager tous les efforts qui ont été faits pour le développement de cette branche. Par rapport à cela, la FANAF sollicite également l'appui et de la CIMA et des directions nationales des assurances pour que des solutions appropriées puissent être trouvées. Je pense que nous avons ce marché qui a saisi la FANAF. La FANAF se fera fort de faire parvenir à la CIMA la note, parce que quand même soumettre
des contrats d'assurance vie à une TVA de 19%, c'est quasiment mettre un coup d'arrêt à tous les efforts qui sont déployés pour le développement quand même de cette assurance-là. Merci beaucoup. Oui, merci Monsieur le Président. Avant de passer la parole au chef de brigade Alain Ouattara pour vous apporter quelques informations sur cette question, je voudrais tout de suite ici rassurer la profession sur le fait que le secrétaire général CIMA a adopté une démarche vraiment consensuelle avec le secteur bancaire. Nous savons la délicatesse des rapports qu'il y a entre les différents secteurs. Vous savez bien que chaque secteur est chatouilleux de ses compétences. Donc nous avons adopté une démarche vraiment consensuelle avec le secteur bancaire pour que nous puissions nous entendre et résoudre de manière réellement amiable tous les problèmes qui se posent dans le secteur, entre le secteur des assurances et le secteur bancaire. Donc nous avons saisi les deux secteurs et nous allons vous dire comment nous avons saisi, mais tout se passe de manière consensuelle et nous pensons que nous devons pouvoir aboutir à des solutions qui ne puissent pas hypothéquer le développement et la promotion des affaires dans le secteur. Ok. Je voudrais peut-être au départ partager une expérience personnelle. Je suis allé voir mon banquier qui voulait me proposer une carte Visa. Je lui ai demandé, avec notamment une assurance, je lui ai demandé qui était l'assureur, quel était le montant de la prime que je payais au titre de la carte Visa et quelles étaient les garanties que je payais au titre de la carte Visa. Il n'a pas été à même de me répondre. Je pense qu'il y a beaucoup de clients qui sont dans le même cas que moi. Donc j'ai décliné en fait l'offre qu'il me faisait sur cette carte de Visa parce que bon, j'en avais une autre par ailleurs. Ceci pour dire simplement que les contrôles au cours des dernières années ont relevé de nombreux abus, une mauvaise information des assurés. C'est l'ensemble de ces abus, de ces comportements qui n'honorent pas en fait la profession, non seulement de banquiers, également d'assureurs, que nous avons listés et que nous avons portés à l'attention des commissions bancaires, des deux commissions bancaires. Et donc, à la suite de cette saisine des deux commissions bancaires, les commissions bancaires nous ont répondu pour dire qu'elles avaient effectué ou elles effectuaient également les mêmes constats effectués par le secrétariat général de la CIMA à travers sa brigade. Donc, à la suite de ça, nous avons dit qu'il était nécessaire en fait que ces opérations fassent l'objet de contrôle et qu'à la suite de ce contrôle, s'il y a des sanctions à prononcer, que les sanctions puissent être prononcées. Comme le disait le secrétaire général, vu la sensibilité du secteur bancaire, nous ne pouvions pas faire ces contrôles-là sans en informer les commissions bancaires. Donc, la position des commissions bancaires a été de dire ok, nous ne voyons pas d'inconvénient à ce que ces contrôles soient effectués, mais nous vous demandons de préciser les termes de référence en fait de toutes les diligences qui vont être mises en œuvre dans le cadre de ces contrôles. Donc, nous avons rédigé ces termes de référence des diligences à mettre en œuvre dans le cadre des contrôles de ces différentes opérations. Et ces diligences, en fait, ont été communiquées aux directions nationales des assurances. Et également, nous attendons les communiquer également aux commissions bancaires pour avoir leur avis de non-objection sur les diligences à mettre en œuvre qui doivent normalement être mises en œuvre au cours de l'année 2018. Donc, pour l'instant, le projet n'est pas en tant que tel de procéder à des modifications réglementaires. Des modifications réglementaires pourraient subvenir par la suite, mais de constater dans le cas de contrôles qui peuvent être conjoints notamment avec des contrôleurs de la commission bancaire, les différentes infractions qui sont relevées, puisque au niveau des infractions, parfois vous avez des infractions qui sont commises sur le dos de l'assuré,
l'assureur se lave les mains et comme l'autorité de contrôle du secteur des assurances n'a pas pouvoir en fait à sanctionner en tant que tel les banques, donc en fait l'infraction restait relativement impunie. Donc l'idée c'est éventuellement de porter ces infractions-là devant la commission bancaire et si des sanctions doivent être prises, elles seront éventuellement prises par la commission bancaire. Mais je pense que ce qui a dû se passer, c'est que on a reçu une lettre de la commission bancaire en fait de l'Afrique centrale où elle disait qu'elle a adressé en fait une lettre à l'ensemble des sociétés d'assurance pour leur demander de se conformer à la réglementation et donc de mettre fin en fait à toutes les activités régulières, peut-être de façon abusive. Certains acteurs en fait ont préféré ne pas prendre de risque du tout, mettre fin à leurs relations avec leurs partenaires assureurs. Donc c'est simplement un problème d'incompréhension qui je pense peut être résolu de façon relativement rapide. Donc vraiment la démarche en fait du secrétariat général sur ce sujet, c'est vraiment de partager toutes les informations, permettre une coopération entre les différents acteurs, notamment les différentes autorités de régulation, de supervision, et notamment la commission bancaire, pour aboutir à une meilleure protection, une meilleure information, une meilleure protection de tous les clients qui sont drivés à travers en fait la banque assurance. Merci beaucoup. Juste préciser que la lettre a été adressée par la Commission bancaire d'Afrique centrale aux banques pour leur demander quand même de vérifier la conformité de leur convention avec les compagnies d'assurance et de respecter toute la réglementation. C'est la précision. Je ne sais pas maintenant si la salle va intervenir sur ces problématiques. J'ai un peu anticipé sur la problématique liée à la fiscalité dans un pays comme le Cameroun. Il y a après un autre chapitre sur la fiscalité des produits vie. Je ne sais pas maintenant sur ces problématiques-là. Il y a des interventions. La parole est à qui va la prendre. Oui, Monsieur Faye, un micro. C'est bon. Merci, Monsieur le Président. Et je crois que sur la liste des incriminations que Monsieur connaît et venait de nous présenter et détaillée par le chef de brigade Ouattara, on a oublié quelque chose d'extrêmement important. Aujourd'hui, les banques qui ont des compagnies d'assurance en leur sein sabotent littéralement le prélèvement des primes des autres compagnies d'assurance vie. Si vous regardez le nombre d'impayés des sociétés vie au niveau des banques qui ont en leur sein des compagnies d'assurance, ils sont très élevés. Soit ils ne prélèvent pas du tout, ou bien, usant de la concurrence déloyale, ils détournent les clients en leur disant « si vous venez chez nous, vous n'aurez plus ces problèmes de prélèvement de primes ». Voilà, ça c'est un vrai problème, je pense qu'il faudra régler. Oui. On a beaucoup de soucis avec ces banques qui non seulement font de la vente forcée, mais ne refusent de prélever les primes des autres compagnies vie. Je vous remercie. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre intervention, une autre question? Oui, derrière.
Merci, Monsieur le Président. Laure Nikes Matueno, Généralia Assurance, cabinet de courtage au Cameroun. Ma préoccupation en ce qui concerne la banque assurance, c'est de savoir si dans les conventions qui sont signées, le régulateur est d'accord pour des conventions exclusives. Pourquoi je pose cette question? En ma qualité de conseil, j'ai des clients qui sont également clients de la banque. Toutefois, le client n'a pas la liberté de travailler avec son conseil parce que la banque lui impose un contrat avec son partenaire assureur. Alors, franchement, je souhaiterais que le régulateur nous fixe là-dessus parce que ça pose également la préoccupation de l'existence du conseil que nous sommes. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre intervention? Oui, de ce côté. Je m'excuse. Pour question de, c'est-à-dire des banques et ces comportements des banques, c'est-à-dire ils préfèrent leur... Présentez-vous d'abord. Oui, expert dans le domaine de la concurrence. Vous êtes monsieur? Yahya Youssef. Expert dans le domaine de la concurrence. D'accord. Ça, c'est les pratiques discriminatoires, entente, abus de position dominante. C'est le Conseil de la concurrence qui est habilité pour trancher pour ces opérations. Et je m'excuse. Merci beaucoup. Donc, est-ce qu'il y a une dernière intervention sur ce sujet? Pas d'intervention, donc nous allons laisser le son au secrétaire. Oui, merci, Monsieur le Président. Je pense qu'il s'agit, toutes les problématiques qui ont été évoquées sont des problématiques qui se posent au niveau national et qui peuvent, dans un premier temps, être reportées au niveau des directions nationales qui sont nos relais. Et à charge, parfois, pour ces directions nationales, de les reporter au niveau de la CIMA pour que le dossier soit véritablement adressé. Je pense que nous avons pris note de ces problématiques, mais nous souhaitons également que toutes les difficultés qui se présentent au plan national soient portées au niveau des DNA pour qu'ils puissent se les approprier et en faire des suggestions au niveau de la CIMA. Mais néanmoins, nous avons enregistré toutes vos préoccupations. Pensons qu'à l'occasion des échanges que nous avons régulièrement avec la FANO, nous reviendrons là-dessus. Donc voilà ce que nous pouvions dire là-dessus et passer à la problématique suivante. Merci beaucoup. Je trouve que c'est quand même de bonnes remarques, de bonnes suggestions et qu'en réalité, ces problèmes ont été posés aujourd'hui. On va essayer de creuser en rapport avec la CIMA, identifier le problème, son ampleur et tout le reste, et certainement en rapport avec les commissions bancaires et peut-être avec les conseils nationaux de la concurrence, des solutions pourront être trouvées si tant est qu'il y a des violations de dispositifs réglementaires. Merci beaucoup. Je crois que je vais laisser M. Koné d'aborder ce dernier problème. L'avant-dernier problème. L'avant-dernier thème porte sur le capital social minimum. Donc, c'est un thème qui est très attendu. Vous savez que nous sommes à 3 mois de l'échéance de 3 milliards. Et donc, la question que tout le monde se pose, est-ce que véritablement la réglementation ne va pas changer d'ici là? Est-ce que des ajustements ne sont pas encore possibles? Je pense que ces questions sont légitimes parce qu'elles découlent du bilan qui a été fait par le secrétariat général lui-même en novembre dernier lors du forum des marchés à Cotonou. Et il ressortait de ce bilan que sur 180 sociétés en zone CIMA, en tout cas qui étaient répertoriées à cette époque, 20 sociétés avec le capital social de 3 milliards de francs CFA, donc 4 sociétés d'assurance vie. Et donc là, on était en novembre, on n'a pas le point de janvier. Et donc, la question qu'on se pose, c'est que de novembre jusqu'à mai, est-ce que les 160 sociétés qui restaient pouvaient valablement mobiliser tous ces fonds-là pour s'arrimer aux nouvelles exigences réglementaires? Et donc, de ce point de vue,
il y a forcément, si la réglementation s'appliquait à l'État, il y a forcément une reconfiguration des marchés à prévoir, dans la mesure où déjà certains gros acteurs de nos marchés ont entrepris de se retirer, dans la mesure où la taille de ces marchés-là ne leur permettait pas d'assurer leurs opérations avec un tel niveau de capital. Donc, une reconfiguration des marchés est à prévoir. Il n'est pas exclu que nous aboutissions à des situations monopolistiques sur certains marchés ou à des marchés réduits à un très peu nombre d'acteurs, ce qui peut peut-être nuire à la qualité des services et poser d'autres défis aux régulateurs, notamment les défis de la protection des clients, qui n'a pas une variété de services à sa disposition, et donc la concurrence ne jouant pas, on pourrait avoir une dégradation de la qualité des services, qui est l'effet contraire recherché par la réglementation. Donc évidemment, ça pose pas mal de questions, et donc la question des scénarios possibles, puisqu'il est question qu'il y ait des transferts de portefeuille, des fusions, acquisitions. En tout cas, il y a pas mal de choses qu'il ne faut pas écarter, mais qui pourraient avoir un impact significatif sur l'organisation des marchés, sur la qualité des acteurs, mais aussi sur le nombre d'intervenants. Et donc, du coup, on se pose la question, est-ce que des ajustements sont encore possibles à cette nouvelle exigence de capital social minimum? Est-ce qu'il y a des prolongations de délais qui peuvent être envisageables? Est-ce que la question de la nature des activités, tenant compte notamment de la pénétration ou bien de la taille des marchés, assurance vie et assurance non-vie, pourra être prise en compte? Ce sont autant de questions qui nous sont parvenues à travers la profession et que nous mettons aujourd'hui sur la table pour que le régulateur puisse nous donner sa vision des choses. Merci. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Non, juste avant de passer la parole au chef de brigade Adolphe Ouattara, juste une précision. Tout à l'heure, lorsque je parlais de l'intérêt de la table ronde de CIMA FANAF, je disais qu'il y avait des problématiques qui préparaient des nouvelles réglementations et qui nous amenaient ici à enregistrer toutes les contributions des uns et des autres pour pouvoir soutenir le test en préparation. Mais je disais également qu'il y avait également, dans les sujets que nous évoquions, des sujets à caractère informatif qui intervenaient dans le sillage d'une réglementation qui avait été prise et qui avait simplement vocation à s'appliquer et pour lesquels il était question que nous venions vous dire le niveau d'information en termes d'application et pour lesquels il était question de réitérer les instructions du Conseil des ministres qui nous a rappelé lors de sa dernière réunion que le texte, le règlement qui avait été pris sur le capital social avait vocation à s'appliquer et à s'appliquer de manière entière. Je voulais faire cette brève introduction avant de passer la parole au chef de brigade Adolphe Ouattara pour vous apporter quelques éléments d'information et de clarification sur le règlement portant sur le capital social. Merci. Merci, Monsieur le Secrétaire général. Donc, ce qu'il faut noter, c'est que depuis le dernier état des lieux fait à Cotonou, donc lors de la réunion des marchés de la FANAF, le Secrétariat général a également reçu les derniers éléments de reporting au 31 décembre 2018, donc qui sont en cours d'analyse. Donc, comme dit le secrétaire général, comme nous sommes dans la phase d'exécution des décisions du Conseil des ministres, donc les principales observations résultant de l'analyse des dossiers de reporting donc, font ressortir que dans l'ensemble, les entreprises affirment pouvoir se conformer à la réglementation et respecter les exigences de capital avec un chronogramme de mise en œuvre donc, qui a été transmis au secrétariat général. Et les principales limites et difficultés rencontrées par les entreprises d'assurance concernent notamment la baisse de la rentabilité des fonds propres pour les actionnaires, ce qui a entraîné d'ailleurs certains acteurs à se désengager de certains marchés, notamment au Bénin, au Burkina, au Mali, au Togo et puis en République centrafricaine. La deuxième difficulté également, c'est la difficulté à trouver des partenaires locaux pour la prise de participation minimum réservée aux nationaux, selon les textes régissant les investissements dans certains États membres de la CIMA. Et enfin, la dernière difficulté soulevée, c'est celle relative à la réglementation
à la gestion des devises et la politique de change en vigueur dans les pays membres de l'UEMOA, qui limiterait le transfert des fonds vers les pays de la zone CEMAC, donc dans le cadre des augmentations de capital. Ce qu'il faut également retenir dans la mise en œuvre donc, de la décision du Conseil des ministres, c'est les diligences accomplies par le secrétariat général de la CIMA sur instruction de la Commission régionale de contrôle des assurances. Donc, au regard de l'état des lieux, le secrétariat général, donc, sur instruction de la Commission, a rappelé aux dirigeants des sociétés d'assurance l'attachement du Conseil des ministres à la mise en œuvre donc, de cette importante mesure et surtout des objectifs attendus. La deuxième diligence, donc, le secrétariat général a demandé aux sociétés d'assurance du marché camerounais de préciser dans leur rapport prévu par le règlement d'application du 28 avril 2018 le traitement réservé à la plus-value issue de la réévaluation légale, tout en réaffirmant donc la position du Conseil des ministres sur le sujet donc, qui exclut donc, la prise en compte donc, de cette réserve de réévaluation. Donc, les prochaines diligences à accomplir. Donc, à la suite donc, de la date butoir de la première échéance qui est fixée au 31 mai 2019 pour porter le capital à 3 milliards de francs CFA, un contrôle sur place auprès de toutes les entités d'assurance donc, sera réalisé pour s'assurer de la mise en œuvre donc, du règlement. Et ces contrôles se dérouleront principalement sur le mois de juin 2019. Ce sera dans la première quinzaine du mois de juin 2019, avec pour corollaire une session extraordinaire de la Commission qui se tiendra probablement à mi-juillet 2019. Et cette session permettra notamment à la Commission d'identifier les entités qui ne se seront pas mises en conformité avec les dispositions réglementaires et de prendre les mesures nécessaires qui s'imposent. Pour ce qui est du risque relatif donc, au marché monopolistique ou oligopolistique, cela sera dans un premier temps atténué donc, par une surveillance accrue donc, dans le cadre du contrôle de l'information donnée aux assurés et du traitement équitable des assurés et bénéficiaires de contrats. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Donc, je pense que nous avons suivi avec beaucoup d'attention la présentation du secrétaire général. Ça suscite sûrement des remous dans la salle, donc les hôtesses ont des micros. Est-ce qu'il y a des interventions, des compléments d'information ou des questions? Je vois le doyen Paté John de ce côté qui demande la parole. Un micro de ce côté, voilà, au premier rang. Merci, Monsieur le Président. Bon, le législateur s'est prononcé, on ne peut pas faire machine arrière. D'accord. Moi, je voulais soulever tout simplement le cas des fusions-absorptions qui risquent d'intervenir. Bon, donc, c'est quelque chose qui m'intéresse. Lorsque j'ai deux entités sur nos marchés, que je veux les fusionner, ça va prendre du délai. Ce délai peut aller au-delà du 29, parce qu'avec tout le marathon imposé, pour envoyer un dossier, il faut déjà choisir un commissaire expert, un commissaire aux apports, qui définit la valeur de chacune des sociétés. On transmet le dossier à l'autorité locale qui l'envoie à la CIMA et il faut démontrer dans tous ces dossiers que l'objet final, c'est d'avoir une unique entité qui remplira les conditions du capital social minimum de 3 milliards. Bon, ma question est de savoir, est-ce que la CIMA va accepter que le délai pour les sociétés qui présentent des dossiers complets de fusion, le délai pourra dépasser le 29 mai. Je ne sais pas si ma question est précise, mais le problème va se poser parce que mon groupe aura à fusionner des entités du fait de nouvelles acquisitions
et que ce problème de fusion risque de nous entraîner au-delà de mai. Mais pour ce qui est des autres sociétés, pour ce qui nous concerne, ça ne pose pas de problème, mais on a quelques entités, un certain nombre, qu'on va devoir fusionner. Voilà, c'était là ma question, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Pas d'autres questions? Donc, secrétaire général. Oui. Merci, Monsieur le Président. Je pense que le Président Pathé John fait l'allusion à un processus de mise en œuvre de la réglementation. Naturellement, à ce stade, nous ne pouvons pas vous apporter une réponse précise puisque de toutes les façons, le dossier sera examiné au niveau de la Commission lors de sa session de juillet. Et naturellement, à l'occasion de cette session, tous les éléments de réponse qui auront été apportés vont permettre à la Commission de se prononcer. C'est bon. Ah, je vois ici une main se lever. Monsieur Faye, monsieur Demantre Locas. Bon, merci beaucoup, Monsieur le Président. Moi, je fais une analyse. Ce qui est fait, comme on a dit. Une réglementation a été prise sans respecter la triptyque habituelle de concertation, proportionnalité et progressivité. C'est-à-dire quand une réglementation ne respecte pas ces trois règles, son application devient difficile. Et résultat des courses, nous avons tous écouté avec beaucoup d'intérêt l'analyse faite par le chef de brigade, le commissaire général Ouedraogo. Il avait fait cette même analyse au Bénin. On a dit pas de débat, j'ai dit ok, pas de débat. On a refait la même analyse. La question que je me pose, lorsqu'on met une réglementation en place, c'est pour qu'elle soit appliquée. Mais si vous faites une analyse d'étape et vous vous rendez compte que sur 180 compagnies d'assurance, 20 seulement s'étaient ajustées, il y a un problème. Et si on regarde bien les 20 sociétés qui se sont ajustées, ce n'est pas un ajustement nouveau. Par expérience, on sait que les sociétés aujourd'hui qui ont un fort capital, ce sont des sociétés qui ont eu des difficultés par le passé, qui étaient obligées d'être recapitalisées, de capitaliser. Mais les nouvelles sociétés qui se sont portées bien jusqu'ici, qui sont obligées aujourd'hui d'augmenter du capital parce que simplement la réglementation l'exige, ce sont celles-là qui ont des problèmes. Donc ma question, c'est de dire, après cette analyse, est-ce qu'il ne faut pas s'arrêter pour se poser la question, est-ce qu'elle est bonne ou pas, cette réglementation? Parce qu'une réglementation, elle est faite pour être appliquée. Si vous avez 100 élèves et que vous leur donnez un devoir, il n'y a que 2 élèves qui ont la moyenne, il faut revoir le cours ou bien revoir la discussion. Je vous remercie. Voilà. Merci beaucoup. Oui, non, je pense qu'il faut faire une précision immédiatement. Monsieur Faye, vos statistiques ne sont pas les bonnes. À l'heure actuelle, plus de 50% des sociétés sont en règle. Et nous avons, au moment où nous venions ici, à la FANAF, nous avons reçu une kyrielle de dossiers qui arrivaient au dernier moment. Et vous savez parfaitement comment ça se passe dans le secteur des assurances. Généralement, on attend le dernier moment pour réagir par rapport à des situations. Nous avons reçu nombre de dossiers qui, relativement à cette situation, qui viennent compléter les statistiques que nous avions. Ça, c'est de deux. Certaines sociétés qui étaient en règle n'ont pas cru devoir réagir à l'interpellation. Et elles sont nombreuses, qui étaient déjà à 3 milliards. Elles ne nous ont pas saisies. Et elles n'avaient pas été prises en compte dans la statistique qui avait été plus ou moins communiquée. Donc je voudrais que les gens que vous ne vous fassiez pas d'illusions là-dessus. La réglementation est en train d'être respectée. Et les dernières évolutions, les derniers constats font en sorte nous permettent de penser qu'elle est en train d'être mise en œuvre. De toutes les façons, quelle que soit la situation qui va se présenter, le cas sera étudié, le dossier sera étudié lors de la commission qui aura lieu en juillet et des décisions seront prises. Donc je ne voudrais pas qu'on se méprenne là-dessus.
l'application de la réglementation, elle est en cours, elle se fait. Il ne s'agit pas de 20%. 20%, c'était au mois de septembre. Aujourd'hui, nous sommes largement au-delà. Je vous ai dit plus de 50% sont déjà à plus de 3 milliards. Et nous pensons que la tendance devrait aller croissante. Donc je voudrais, Monsieur le Président, le préciser tout de suite pour qu'on ne se fasse pas des illusions là-dessus. Et la réglementation sera appliquée. D'ailleurs, certaines sociétés ont déjà pris des mesures à partir de cette réglementation. Comment pensez-vous que nous puissions revenir en arrière alors même que certaines ont pris des décisions stratégiques à partir de la mesure qui avait été prise? Je pense qu'il faut se mettre dans l'optique de respecter cette réglementation. Il faut se mettre dans l'optique de s'ajuster par rapport au capital social plutôt que de s'imaginer que des décisions pourraient être prises ultérieurement pour revenir sur la mesure du capital social minimum. Donc je voudrais véritablement faire cette précision, Monsieur le Président, avant que d'autres interventions puissent. Merci beaucoup, Monsieur le Secrétaire général. Je crois qu'on peut clore ce 4e point et je vais demander à M. Koné d'aborder donc le dernier point de notre table ronde. Merci beaucoup. Merci, Président. Le dernier point a trait à l'imposition des contrats d'assurance vie. Alors, à ce niveau, on va vous parler de deux faits. Le premier fait, c'est en Côte d'Ivoire. Nous avons reçu une note de la Direction générale des impôts qui disait qu'à partir du 1er janvier 2018, tous les contrats d'assurance vie, en ce qui concerne les intérêts qui sont servis sur ces contrats, où les participations bénéficiaires étaient désormais fiscalisées à un taux qui pouvait varier de 18 à 1% en fonction de la durée du contrat. Et donc, pour les contrats qui étaient souscrits avant, il n'y avait pas de problème. Mais cela dit, tous les contrats souscrits à partir du 1er janvier. Et donc, ça posait quand même un problème vis-à-vis des clients, des assurés et bénéficiaires de contrats, un problème d'attractivité du contrat d'assurance vie dans un pays où on a toujours favorisé cette forme d'épargne-là pour les assurés. L'autre fait, le deuxième fait qui est intervenu à la fin de l'année 2018, mais début de l'année 2019, c'est au Cameroun, loi des finances 2019, imposition de la TVA sur le contrat d'assurance vie avec un taux de 19%. Et aussi sur les contrats d'assurance maladie. La profession a pensé que ces deux faits étaient générateurs de menaces pour le développement de l'assurance vie dans la zone CIMA et qu'il était important que le régulateur et la profession se retrouvent ensemble pour regarder vraiment cette question de la fiscalité des opérations d'assurance. Nous avons déjà un sujet en cours sur la réassurance avec des délais, des dates butoirs, mais d'autres problèmes nouveaux sont en train de naître sur le secteur et qui peuvent menacer la pénétration ou bien la croissance du secteur des assurances dans son ensemble, dans un contexte où on parle de renforcement des fonds propres. Donc, nous avons saisi cette table ronde pour demander à l'autorité de régulation quel était l'état des lieux de cette fiscalité-là et comment notre autorité de régulation pouvait nous accompagner dans le cadre des discussions qui pourraient être engagées avec les autorités fiscales. Monsieur le Président, voici un peu l'état des lieux de cette thématique. Merci beaucoup, parce que si nous avons introduit ce sujet sur la fiscalité, c'est qu'aujourd'hui, on a le sentiment qu'il y a une décorrélation entre les orientations du secteur en matière de développement et réellement la vision de la fiscalité qui tend à plomber tous les efforts de développement du secteur. Et j'ajouterai simplement qu'il y a également au Sénégal un prélèvement qui a été prévu également sur la loi des finances, qui vient s'ajouter aux taxes sur les contrats. C'est un prélèvement sur les compagnies, sur les primes d'assurance. Un prélèvement sur les primes d'assurance qui se généralise à tout le marché et qui était également prévu dans la loi des finances. Et tout cela a été fait, si on peut dire, sans concertation avec le marché. Et ça pose régulièrement des problèmes parce qu'on nous dira toujours que la fiscalité est le domaine souverain de chacun des pays, alors que l'autorité de régulation, ces relais que sont les directions nationales des assurances, ont la chance de cohabiter avec les ministres ou bien les administrations des impôts dans les mêmes ministères, et il serait bon quand même que l'on puisse voir comment faire en sorte que la vision du fiscaliste ne puisse pas mettre en mal la vision de développement que nous portons au niveau du secteur des assurances. C'est un peu la doléance qu'on voudrait faire. Merci beaucoup. Oui,
La problématique en fait de la fiscalité sur les opérations d'assurance, on en a discuté à la dernière FANAF à Kigali. Également, on en a discuté dans le cadre des États généraux de l'assurance en mars dernier. Ce point a été reversé en fait dans les travaux additionnels qui doivent être effectués par le comité de suivi et de mise en œuvre des résolutions des États généraux de l'assurance. Donc, initialement, ce comité prévoyait de mener sa réflexion et de présenter pour septembre prochain un dossier au Conseil des ministres. Toutefois, au regard en fait de l'importance des problématiques et de l'actualité, notamment la problématique qui se pose au Cameroun avec la TVA à 19% sur les opérations d'assurance vie, le secrétaire général a décidé de préparer une note, mais pour préparer la note, en fait, elle a besoin en fait de l'input de l'ensemble des marchés. Et donc, dans ce cadre-là, nous avons adressé un courrier à l'ensemble des présidents des sociétés, des associations nationales des sociétés d'assurance et également à l'ensemble des directions nationales des assurances pour nous faire le point de la fiscalité applicable sur les opérations d'assurance et également les problématiques relevées en termes de redressement fiscal. Donc, nous invitons vraiment l'ensemble des présidents des associations nationales des sociétés d'assurance à nous faire un retour par rapport à ce courrier pour que, en compilant en fait l'ensemble des problématiques, nous puissions présenter un dossier complet sur l'ensemble de la situation en termes de fiscalité, mais également en termes de problématiques de redressement fiscaux au niveau de l'ensemble du marché. Et donc, ce dossier-là doit être présenté à la prochaine session du Conseil des ministres qui va se tenir en mars prochain. Et donc, à la suite du Conseil des ministres, un retour pourra être fait au marché sur les problématiques. Nous envisageons qu'une décision puisse être prise à ce sujet par le Conseil des ministres. Oui, juste pour ajouter que généralement les problématiques fiscales, nous évitons de les aborder de manière générale. Parce que la tendance, souvent, c'est pour certaines administrations fiscales d'autres pays de s'inspirer de ce que font une administration fiscale dans d'autres pays. Donc, généralement, nous adressons le problème par État, là où il se pose, pour essayer de le résoudre par rapport à la situation qui se pose dans un pays. Parce que lorsque vous venez avec, si nous adressons le problème de manière générale, la fiscalisation de l'assurance vie, nous risquons de voir d'autres pays qui, à l'heure actuelle, exonèrent le secteur, avoir tendance encore à revenir sur cette décision au regard de ce que font les autres. Donc, nous allons prendre le problème de manière spécifique par pays, par rapport à la fiscalité de ce pays, et puis réagir, essayer de trouver une solution en posant le problème au Conseil des ministres. Merci beaucoup. Donc, sur cette question, est-ce qu'il y a des... Oui. Premier intervenant ici, le deuxième est juste au deuxième rang. Oui, salut Bakayoko, président de l'Azassi, directeur général de Sono Assurance Vie Côte d'Ivoire. Je voudrais aborder dans le même sens. Peut-être que ce n'est pas un problème fiscal. Nous avons aussi un problème assez récent sur le marché ivoirien qui vient toujours de la puissance publique. Nous avons aujourd'hui la Caisse nationale de prévoyance sociale qui, lors de ses contrôles, avait redressé certaines compagnies sur les charges sociales par rapport aux rémunérations que nous versons aux agents mandataires, qu'ils considèrent comme des salariés. Alors, nous sommes déjà en discussion avec la CNPS en Côte d'Ivoire, mais nous voulons solliciter peut-être l'apport de la CIMA, puisque nous avons la chance d'avoir un organe fédérateur de ces caisses-là, pour qu'elle explique un peu que ces gens-là ne sont pas des salariés et que les imposer comme des salariés reviendrait un peu à réduire la taille de notre réseau de commercialisation. Merci. Merci donc au deuxième rang. Et un second intervenant.
Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, Youssef Ben Abdallah, Salam, Gabon. Voilà, donc par rapport, j'avais deux points d'intervention, si vous le permettez. Donc le premier relatif à la fiscalité. Au fait, je pense que dans les différents marchés, nous notons effectivement des nouveautés qui sont mises en place et qui impactent négativement le développement du secteur. La dernière que nous avons connue au Gabon, c'est la mise en place d'une taxe sur la vente des véhicules de luxe. Donc c'est une taxe supplémentaire sur et on nous demande de collecter cette taxe au niveau du marché des assurances, que ce soit les compagnies d'assurance ou les intermédiaires d'assurance. Et puis on a noté que dans plusieurs pays, des problématiques similaires qui concernent la vie ou l'IARD qui sont posées. Donc ma suggestion, en fait, dans le cadre des discussions que vous allez avoir au niveau du Conseil des ministres, c'est peut-être d'intégrer, en fait, dans la réglementation ce qu'on appelle un comité consultatif des assurances, c'est-à-dire pour que tout texte de loi, même dans les pays qui soit pris dans les pays, en fait, ne puisse être pris sans l'avis du comité consultatif des assurances qui se tient sous l'égide, bien entendu, de la DNA du pays concerné. Et en fait, c'est un comité qui va donner un avis qui sera soumis, justement, disons, aux propositions de textes de loi qui vont toucher le secteur des assurances. Ça peut être éventuellement, parce que parfois les décideurs, en fait, ne voient pas l'impact que peut avoir les décisions prises en matière fiscale sur le secteur des assurances. Donc ça, c'était le premier point. Et je me permets quand même de revenir sur un point, sur le premier point relatif à la réassurance. Et c'est, malheureusement, j'ai pas pu intervenir avant parce que, en fait, j'avais une réunion et je m'excuse du retard. C'est par rapport au sujet relatif aux provisions sur les affaires qui sont en fronting, notamment les frontings pétroliers, où, disons, la réglementation autorise en fait la réassurance, c'est-à-dire sans rétention forcément locale pour manque de capacité. Et dans ces cas-là, en fait, nous avons des situations où la prime, c'est-à-dire que dans ces contrats, il y a des clauses, disons, de reversement des primes et de reversement des sinistres directement, en fait, au niveau des réassureurs internationaux. Et dans ce cadre-là, en fait, la réglementation aujourd'hui nous exige de provisionner les PREC et de provisionner les sinistres également, sachant que la prime in fine n'est pas retenue et puis même les sinistres sont payés directement par des réassureurs qui sont disons en général très bien ratés, c'est des A+, c'est des A, c'est des A-. Et donc il y a certaines réglementations dans d'autres pays qui ont prévu au fait un niveau de provisionnement qui dépend du rating derrière du réassureur. Donc plus le réassureur est bien noté, donc ça veut dire plus la sécurité est présente. Donc dans ce cas-là, en fait, quand il est très bien noté, il n'y a pas de provisionnement. Et effectivement, si le réassureur, disons, ne présente pas des ratings qui sont suffisants, c'est à ce moment-là, au fait, que la problématique graduelle des provisionnements peut être envisagée. Merci. Merci beaucoup. Donc, oui, merci Président. Richard Loé, Groupe Activa Cameroun. Je voulais revenir sur ce point concernant la fiscalité parce que c'est vraiment très très urgent pour nous. On vient d'expliquer sur le point précédent toutes les mesures que vous prenez pour que l'exigence d'augmenter le niveau de nos fonds propres soit respectée absolument dans les délais prescrits. Et nous sommes en train de le faire, ceci dans l'espoir que l'évolution de la matière assurable va nous permettre de justifier cet investissement. Et voilà qu'au même moment, sur les deux principaux marchés de la zone, il y a des règles fiscales qui viennent d'intervenir et qui menacent de manière très importante l'évolution de ces marchés. Donc il est vraiment urgent que le régulateur que vous êtes interveniez d'urgence auprès
auprès donc des directions des impôts des deux pays. J'approuve totalement la stratégie émise par le secrétaire général, parce qu'il vous souvient, il y a une vingtaine d'années, lorsque nous nous sommes ensemble battus pour que la fiscalité soit supprimée dans la branche vie, tous les arguments que nous avons déployés, si nous ne faisons pas attention, ce mouvement inverse va faire tache d'huile. Si nous ne réagissons pas d'urgence sur ce qui se passe en Côte d'Ivoire et au Cameroun, vous allez voir que sur d'autres pays, quand nous reviendrons dans un an, ce n'est plus de 2 pays qu'il s'agira, mais c'est de plusieurs pays. Donc, ma suggestion, c'est que vraiment, même avant le prochain Conseil des ministres, que sur ces 2 pays, que vous puissiez faire avec les marchés concernés les démarches nécessaires auprès du ministre des Finances pour que ces mesures soient annulées. Parce que sinon, il y a un risque de contagion très, très rapide. Merci. Merci beaucoup. Bon, une intervention. J'aurais aimé également entendre la voix de... Il y a des directeurs des assurances qui sont là dans la salle. Je ne sais pas ce qu'ils en pensent. Donc, d'abord, une intervention de ce côté. Oui, M. Sinzé. Merci, Président. Ensuite, M. Crépin. Oui. Je suis Jacob Sinzé de Area Assurance au Cameroun. Ma préoccupation rejoint celle de M. Bakayoko par rapport à la Caisse nationale de prévoyance sociale au Cameroun. Chaque année, assez régulièrement, ils passent faire des contrôles sur les sommes que nous versons aux apporteurs d'affaires et nous font payer des lourdes amendes parce qu'ils souhaitent que nous traitions ces gens-là comme des employés, comme des salariés, ce qui n'est pas possible. Donc nous souhaitons que vous essayiez de voir dans quelle mesure vous penchez sur cette question-là. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Donc, dernier intervenant, ici devant. Merci, Président. Crépin Godok, Président du marché gabonais. Je vais dans le sens de M. Youssef, pour tout simplement compléter que nous avons saisi officiellement la DNA, nous avons saisi officiellement la CIMA sur 2 situations qui se posent sur notre marché. La loi de finances 2019 prévoit effectivement une taxe sur les véhicules de luxe. Et il y a un risque de redressement pour l'ensemble des opérateurs si effectivement nous ne nous exécutons pas. Ça, c'est de 1. De 2, au moment où nous étions en train de faire nos bagages pour Tunis, nous avons reçu la Direction générale de la concurrence, encore une fois une correspondance, s'appuyant sur les dispositions de l'article 212 du Code CIMA, qui remet en cause le tarif automobile qui est pratiqué sur notre marché et en même temps menace de poursuivre individuellement l'ensemble des sociétés du marché. Là, encore une fois, nous avons fait la même chose. Cette direction est située dans le même ministère que la DNA et par conséquent, nous sommes tous sous la tutelle du ministre. Nous avons tenu informer la DNA et monsieur le ministre et transmis effectivement cette autre correspondance à la CIMA pour solliciter du régulateur, puisque nous avons l'avantage que nous partageons le même espace, qu'il puisse nous accompagner dans ces discussions que nous allons avoir, aussi bien sur la taxe sur les véhicules de luxe qui, en l'appliquant, peut s'avérer être supérieure à la prime RC, puisque nous avons fait des simulations. Et malheureusement, cela peut se traduire par une non-assurance, parce que pour les assurés lambda, ils vont se dire que ce sont les assureurs qui ont augmenté le tarif, alors qu'en fait, nous ne sommes en rien responsables. Maintenant, quant au tarif automobile, ce tarif est classique, c'est celui qu'on applique partout. On le soumet effectivement à la CIMA qui le valide via la DNA et on l'applique. Il a fait l'objet de valorisation conformément aux dispositions et jusqu'à aujourd'hui, nous attendons effectivement que le tarif nous revienne validé par la CIMA. Entre-temps, il y a cette note où on estime que selon l'article 212, je le reprécise, les assureurs sont libres effectivement de fixer leur prix en assurance automobile, c'est ce que dit la note, hein, mais que nous allons étudier d'un autre côté en se servant effectivement des arguments que la CIMA va pouvoir mettre à notre disposition. Merci. Merci beaucoup. Je crois que ce problème fiscal globalement pose un problème
de pilotage stratégique des marchés. Au sein du bureau exécutif de la FANAF, nous avions anticipé sur ce problème et dédié Théophile Locaux comme étant le point focal concernant ce que nous avions appelé l'assainissement par le bas. Parce qu'on s'est toujours préoccupé de l'assainir, comment dirais-je encore, les bilans, en oubliant que l'assurance évolue dans un écosystème qui, dans la zone CIMA, est d'autant plus complexe qu'il y a une fêtière au niveau de la régulation, mais qu'il y a autant de pratiques hors assurance que de pays. À cet effet, je pense que l'idée d'un comité consultatif des assurances est une très bonne idée. Et nous avons commencé à travailler là-dessus, je crois, depuis 2 ans, voire davantage, et Loco a déjà eu à faire des tournées sur les marchés pour essayer de rencontrer et les intermédiaires et les assureurs et les directions des assurances pour plaider. Et je crois qu'au dernier Conseil des ministres au mois de septembre, à moins que ce ne soit en avril, la FANAF avait adressé une correspondance sur la réorientation de certaines missions en insistant également sur la nécessité de mettre en place ces comités consultatifs qui sont, de mon point de vue, les seuls cadres de concertation qui dépassent le secteur des assurances et qui puissent adresser tous les problèmes des secteurs. Parce qu'on parle aujourd'hui de la fiscalité, mais on peut parler par exemple de l'expertise médicale ou de l'expertise automobile tout court. On peut parler par exemple de plusieurs interactions telles que la Caisse nationale de sécurité sociale et son intervention. Tous ces problèmes qui se posent au niveau des marchés pourraient, si on a un comité consultatif au plan local, être discutés. Ce comité étant présidé, bien sûr, à un très haut niveau par le ministère de tutelle local, on pourrait discuter de ces problèmes-là, trouver des solutions qui puissent permettre d'assainir l'écosystème au plan local pour éviter qu'il y ait quand même ces dérapages que l'on observe depuis un certain temps. C'est ce que je peux dire. Donc, je parle sous le contrôle de la CIMA. Il me semble que lors de la dernière réunion qu'on a tenue sur le comité de suivi, il était question que la constitution des comités et la note qui avait été adressée par la FANAF à la CIMA concernant cela soit reversée aux conclusions des états généraux de l'assurance et que des dispositions puissent être prises pour voir dans quelle mesure cet assainissement par la base puisse être opéré. C'est ce que je voulais ajouter à ce stade-là. Merci beaucoup. Oui, merci, Monsieur le Président. Je voudrais peut-être également préciser que un certain nombre de problèmes que nous avons ici soulevés et qui se posent au marché, à nos marchés respectifs, feront l'objet d'un examen dans le cadre du comité de pilotage qui a été mis en place pour conduire la mise en œuvre des décisions, recommandations des États généraux de l'assurance. Je pense que beaucoup de choses vont être faites dans ce cadre, mais néanmoins, comme l'ont dit certains intervenants ici, il y a une urgence qui se pose par rapport aux problèmes fiscaux qui interviennent et qui parfois remettent en question les décisions qui avaient intérieurement été prises pour booster et promouvoir le secteur des assurances. Nous pensons qu'à la lumière de la particularité de chaque pays, la problématique dans chaque pays, nous pouvons, plutôt que d'attendre une démarche globale, peut-être engager des initiatives spécifiques pour chaque pays. Naturellement, vous comprenez que ce genre d'initiatives ne peuvent pas venir directement de la supervision régionale. Elle doit être portée de manière substantielle et de manière bien sérieuse, objective, par les DNA locales et également par les associations des assureurs locaux qui maintenant solliciteront la forme d'intervention que la CIMA voudra bien apporter. Et parfois, ces problèmes peuvent même d'ailleurs se résoudre à l'intérieur du pays parce que ce soit la DNA ou l'administration fiscale, les deux appartiennent, en règle générale, relèvent du même ministre. Donc je voudrais dire que nous sommes totalement disposés, selon les démarches que vous aurez entreprises, à appuyer toutes les initiatives et toutes les démarches qui se feront dans le sens de revoir les dispositions qui ont été prises et qui handicapent et constituent des contraintes pour le secteur des assurances. Il n'y a pas une intervention de ce côté, à ma droite. Ça va? Donc, merci beaucoup. Je crois que nous avons clos cette journée qui est une journée quand même très longue. Je voudrais, en votre nom à tous, remercier une fois de plus la CIMA pour sa disponibilité
et vous remercier pour votre patience et votre assiduité. C'est autant de sujets qui ont été débattus et dans le cadre donc des concertations permanentes, elles seront certainement approfondies et les propositions pertinentes qui sont issues de ces entretiens figureront dans la feuille de route de la FANAF en direction. Ce que je devrais simplement ajouter, c'est appeler encore une fois les marchés à chaque fois qu'il y a des problèmes qui se posent à pouvoir mener la réflexion en local avec la direction des assurances et saisir à la fois et la CIMA et la FANAF pour qu'elles puissent porter. Aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes qui ont été évoqués dans la salle, qui n'avaient pas été portés auparavant ni à la CIMA ni à la FANAF qui les découvraient ici. Il est donc très difficile dans ce cadre-là de trouver des solutions qui puissent être des solutions pérennes. Et c'est le lieu pour nous quand même de vous appeler à peut-être dans le cadre de l'assainissement des pratiques de marché, prendre en compte cette nécessité que tous les acteurs de l'écosystème des assurances puissent se retrouver, puissent discuter d'abord au plan local, trouver des solutions locales et ne porter au niveau des faîtières que les problèmes qui sont quasiment des problèmes transverses. Merci beaucoup. Je laisserai au secrétaire général le mot de la fin. Oui, merci Monsieur le Président. Je voudrais une fois de plus exprimer nos remerciements également à la FANAF et particulièrement au bureau de la FANAF pour l'invitation qui nous a été faite, et puis rassurer les uns les autres, notamment sur la mesure portant sur le capital social, pour dire que cette mesure intervient dans le cadre d'une réforme globale, qui d'ailleurs a également impliqué une revue de la réassurance et la rétention de certains aliments à l'intérieur d'une... Et également qui pourrait, conformément au code, déboucher sur un contrôle dans un espace beaucoup plus grand. Je vous rappelle que le Code des assurances prévoit l'assurance unique, prévoit un espace unique comme terme de l'évolution de l'assurance dans notre zone. Je pense que toutes ces évolutions tendent vers, de manière optimale vers un espace beaucoup plus grand où nous aurons des acteurs beaucoup plus capables et à même de faire face à leurs engagements. Donc il s'agit plutôt d'un appel à l'excellence, d'un appel à davantage de capacité et d'un appel à un espace où les engagements seront beaucoup plus importants, où il faudra être beaucoup plus solide pour y faire face. Donc voilà, Monsieur le Président, ce que je voulais dire pour rassurer les uns les autres et leur dire que nous œuvrons ensemble pour ce secteur et il faudrait que tous ensemble nous y allons. Merci beaucoup. Je pense que sur ces mots, nous pouvons clore la table ronde en vous remerciant encore de votre assiduité et en vous donnant rendez-vous au dîner qui est offert par la Société Avenir. Le programme se poursuivra demain par 2 panels qui sont très intéressants. Un premier panel sur les infrastructures de marché pour promouvoir le développement de l'assurance, pour accompagner le développement de l'assurance dans la zone, et un deuxième panel